Bonjour à tous. Donc bienvenue dans ce workshop, enfin pour ce workshop concernant le machine learning, comment est-ce qu'on vient construire ensemble un modèle de machine learning. Alors, ravi de vous rencontrer en distanciel. Aujourd'hui, on va construire un modèle de machine learning pardon, ensemble avec Python. Mais avant ça, un peu de théorie quoi, un peu de cours, un peu d'information. Donc, déjà à propos de vous, je vais vous poser une question très simple. Comment est-ce que vous connaissez DataBurn? Si vous connaissez DataBurn, et comment est-ce que vous êtes là, quoi? Donc, vous allez avoir normalement un petit sondage à réaliser. Je vais en profiter, pendant que tout le monde comprenne l'interface de Livestorm et répondre à ce sondage, je vais en profiter pour me présenter. Ce serait déjà bien. Je m'appelle Erwan, du coup, je suis lead teacher B2B maintenant chez DataBird. Et du coup, je suis en charge de montrer comment est-ce qu'on code un modèle de machine learning et comprendre la théorie sous-jacente des modèles de machine learning. Ok. Donc le sommaire, on va du coup faire une introduction à la data science. Qu'est-ce que c'est concrètement la data science? Ensuite, on passera à la création d'un algorithme de machine learning simple. Avant ça, on va venir faire un petit récapitulatif des différentes étapes qui précèdent le modeling. Donc le modeling, c'est la phase de modélisation pour du coup venir faire du machine learning. Ensuite, du coup, on approfondira la théorie avec Python derrière la régression linéaire, qui est un modèle, une tâche quand on parle de machine learning. Enfin, on apportera une conclusion sur la data science, comment est-ce qu'on devient data scientist aujourd'hui, les différentes formations de data science qu'on a chez DataBurn. Et après, on fera une session de questions-réponses ensemble. Ok, qui sommes-nous? Alors, DataBurn, en quelques mots, nous avons constaté une utilisation incomplète de la donnée en entreprise. C'est pour ça que DataBird existe finalement. Le but de DataBird, c'est d'optimiser la performance des entreprises via le digital et la data, donc en formant les différents collaborateurs des entreprises et en formant les différentes personnes qui veulent se reconvertir potentiellement vers la data. Enfin, le but qu'on a également, c'est de permettre à tous et à toutes de se former aux nouveaux outils digitaux et du coup, nouveaux procédés, nouveaux processus data qui sont très valorisés en entreprise, bien évidemment. En quelques chiffres, DataBird, c'est plus de 4000 étudiants. On a une note moyenne, du coup, basée sur plus de 353 avis certifiés de 4,9 sur 5. Et enfin, on a un taux d'employabilité de nos alumni après 6 mois de 93%. Donc la data, c'est notre spécialité. Différents parcours métiers, avant de venir coder ensemble, hein, on a 2 parcours métiers qui pourraient vous intéresser potentiellement. Parcours métier de data analyst. Ce que vous voyez ici, ce sont les différents modules des différentes formations. Donc, parcours métier data analyst, on va commencer par s'acculturer à la data. Enfin, vous allez commencer par vous acculturer à la data. Extraire et manipuler ensuite des données en SQL, très important, langage de programmation qui est très important dans la data analyse. Ensuite, on voit comment est-ce qu'on alimente un jeu de données avec des données externes, notamment en faisant du web scrapping ou des calls API. On fait également une partie Python où on va du coup approfondir le langage de programmation Python qui permet plus de flexibilité aux data analysts, plus de modularité dans ces différentes missions. Bien évidemment, on a un module BI, donc Business Intelligence avec Power BI, qui est super intéressant, super important quand on veut finalement répondre à ces problématiques sous forme de dashboard. On va également faire en sorte de comprendre toutes les compétences brutes qu'on a acquises, donc SQL, Python, Power BI, et de les calquer sur un service cloud comme Google Cloud Platform. Puis enfin, l'idée, c'est de venir s'asseoir sur les nouvelles compétences acquises dans ce bootcamp, notamment en définissant un projet data et en faisant du coup un projet data, un projet d'entreprise, un cas réel, un cas pratique. Ensuite, on a également une formation qui est très importante, très intéressante aujourd'hui, formation Data Science et IA, un peu plus poussée. On va tout d'abord réaliser un prep work, donc finalement un cours d'introduction, un cours de préparation avant ce bootcamp-là, où le but va être de définir et de gérer un projet data et IA de A à Z. Le but principal de cette formation-là, vous l'avez compris, c'est de venir concevoir des modèles de machine learning, comprendre la théorie mathématique derrière tous ces différents modèles de machine learning possibles. On a également une initiation au NLP, Natural Language Processing, au Deep Learning du coup, et à la GenAI, qui est du coup des sujets qui sont qui sont d'actualité et très importants aujourd'hui.
à la fin, on va venir déployer, voir comment est-ce qu'on vient déployer des modèles de machine learning, notamment à travers un cas final à la fin du coup de cette formation. Bien évidemment, ces deux formations permettent une reconversion dans la data analysis, dans la data science, et aussi bien évidemment une montée en compétences sur ces notions data. Donc une courte introduction à la data science, très important, pour comprendre ce qu'on fait après. Qu'est-ce que c'est que la data science? Si on a un petit graphique sympa, on va avoir du coup un bundle de compétences à avoir, compétences mathématiques qui sont importantes pour comprendre les modèles et la fluctuation des différents modèles qu'on vient créer. On a également une brique technologie et programmation. Il va falloir être data scientist et idéalement à l'aise en programmation, notamment sur Python. Il a une autonomie sur ces langages de programmation-là pour pouvoir du coup calquer ses compétences et ses notions mathématiques directement via du code, quoi. Et une troisième brique qui est super importante, c'est toute la dimension stratégie et business qu'il faut avoir quand on est data scientist pour bien évidemment proposer les meilleurs modèles quand on a une mission business. Par exemple, prédire les prix d'une maison, on peut le faire, data scientist peut le faire, comprend les maths qui sont derrière cette mission-là, comprend a les compétences, les hard skills, donc Python, notamment pour pouvoir créer ces différents modèles-là, mais il faut encore que cette prédiction des prix des maisons soit cohérente et alignée avec les besoins de l'entreprise. Trois phases importantes quand on fait un modèle de machine learning, quand on est data scientist in fine, ça va être l'analyse de données. Le but, c'est bien évidemment, dans un premier temps, d'extraire les informations pertinentes à partir des données qui sont brutes. Après, on a une phase de modélisation et de prédiction. C'est là où le data scientist va faire un peu de code Python, notamment pour créer différents modèles et anticiper les comportements futurs de ses clients, par exemple. Et enfin, on a une phase d'application pratique. L'idée, c'est de associer ces deux notions-là pour pouvoir utiliser des insights et résoudre du coup des problèmes concrets, améliorer les différents processus. Et du coup, en un mot, on pourrait résumer la data science comme étant un domaine axé sur la construction de modèles prédictifs via des données, permettant de répondre à des problématiques business qui sont plus ou moins complexes, plus avancées que la data analyse. Si on rentre dans le détail, qu'est-ce que c'est que le machine learning? Le machine learning, c'est la capacité qu'on donne à une machine d'apprendre sans programmer des règles de façon explicite. En fait, on va prendre un exemple tout bête, mais aujourd'hui, avec le code, on peut très bien faire en sorte, via différents modèles mathématiques, faire en sorte qu'une machine puisse apprendre de données et finalement répliquer des patterns, donc prédire. On va avoir deux types d'apprentissage. L'apprentissage supervisé. C'est quoi l'apprentissage supervisé? C'est qu'on a un jeu de données, donc on verra ça tout de suite dans la démo sur Python. Donc, on a un jeu de données du coup avec des caractéristiques et une variable cible, donc des variables qui sont prédictrices et une variable qui est cible. Ce jeu de données-là, finalement, on l'a déjà scindé, on sait déjà quelle est la variable qu'on veut prédire à ce moment-là. On donne des directives au modèle, des directives d'apprentissage. À ce moment-là, le modèle est supervisé. On a deux tâches, la régression et la classification quand on parle de modèles supervisés, mais on a également des modèles qui sont plus complexes, qui sont plus complexes dans une perspective un peu maths, qui sont l'apprentissage non supervisé. Et dans ce cas de figure-là, le modèle, lui, a tendance à... Le modèle qu'on vient initialiser, son but finalement, c'est de découvrir les différentes tendances mathématiques sans directive, c'est-à-dire sans variables à prédire ou sans variables qui sont prédictrices. Ça, on approfondira ces notions pendant la démo en accoling. Si on rentre encore un peu plus dans le détail, donc, comme je vous l'ai dit, dans l'apprentissage supervisé, on distingue deux tâches spécifiques. On a la régression et la classification. On commence par la régression. La régression, c'est du coup une tâche de prédiction dans laquelle on cherche à estimer ou à prédire une valeur continue, donc basée sur des variables d'entrée. Admettons, j'ai envie de venir prédire, comme je vais reprendre le même exemple, mais j'ai envie de prédire le prix des différentes maisons en fonction du mètre carré et de l'arrondissement, par exemple, je peux le faire. Le mètre carré et l'arrondissement dans mon jeu de données sont mes variables prédictrices. Ma variable cible, c'est le prix des différents logements. À ce moment-là, vu que le prix, c'est une variable qui prend un nombre infini de valeurs théoriquement, c'est une variable qui est continue, je vais utiliser un modèle d'apprentissage supervisé basé sur la régression. La classification, c'est autre chose. Du coup, c'est quoi? C'est une tâche de prédiction où l'objectif est d'attribuer une étiquette ou une classe à une observation en fonction de ses caractéristiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais avoir du coup ma variable cible qui va être du coup classée de façon binaire, soit 0, soit 1 par exemple. On va prendre le deuxième exemple qui est super intéressant, l'identification de fraude bancaire.
un data scientist, lui, est capable de venir initialiser un modèle qui est capable de détecter les fraudes basées sur des informations bancaires. On va avoir du coup un ensemble d'informations bancaires et à la fin, les données seront classifiées comme étant une fraude ou non. On est capable du coup de venir initialiser un modèle de machine learning qui est capable de détecter les fraudes. Donc là, vous l'avez compris, la différence, c'est qu'on ne se base plus sur une variable qui est continue, mais une variable qui est discrète, c'est-à-dire que la variable discrète, la classe, c'est oui ou non, c'est 0 ou 1. Donc la classification, c'est plus en rapport avec ces données-là directement et non pas avec des données qui sont continues. Nous, pour cette démo de live coding, on va se baser sur un modèle de régression simple, donc une régression linéaire, on verra ce que c'est tout à l'heure. Plus précisément, on va venir essayer de prédire les différents salaires en fonction, des différents collaborateurs, en fonction des différentes informations qu'on va avoir. Donc là, on a encore un peu plus de détails sur la théorie, bien de vous en parler, mais ça, ce sera plus clair sur le live coding. On va se concentrer, comme je l'ai dit, sur un modèle supervisé. Donc, on va venir donner des directives à notre modèle, soit des features, donc les variables prédictrices, les variables indépendantes. Et on va lui donner également en entrée la target, la variable qui est dépendante de la variable cible à prédire. Mais pour cela, on va devoir diviser notre jeu de données en ensemble d'entraînement et en ensemble de tests. Pourquoi? Parce qu'on va venir entraîner le modèle. Le modèle va vouloir se nourrir de données pour pouvoir générer une prédiction qui ait du sens. Et ensuite, on va vouloir tester le modèle pour savoir si le modèle est capable de se généraliser à d'autres ensembles de données, autres que du coup le train set, donc l'ensemble d'entraînement. Si on a un petit schéma qui résume un peu ça, on va venir diviser notre jeu de données en 4. On va du coup avoir, si vous regardez tout à gauche, toutes les colonnes de mon jeu de données, x1, x2, x3, jusqu'à xn, étant du coup toutes les colonnes de mon jeu de données. Et je vais dans un premier temps venir identifier mes features, donc mes variables prédictrices, et ma target, ma variable cible. Donc là, je viens diviser mon jeu de données en 2. Et je vais venir le rediviser en 2. Je vais attribuer 80% de ces données-là de manière aléatoire à l'ensemble d'entraînement et 20%, donc le restant, de ces données-là de manière encore une fois aléatoire, donc le reste, à l'ensemble de tests. À partir de là, une fois que j'ai cet ensemble de division, je vais pouvoir du coup venir entraîner un modèle de machine learning. Ok. Petite question sur le sondage, je vous laisse du coup répondre à la question. Est-ce que vous utilisez Python? Est-ce que vous avez déjà utilisé Python? Oui ou non? Je vous laisse répondre. Très bien. Donc je vais venir partager mon écran pour qu'on puisse ensemble venir découvrir en fait ce que c'est que le machine learning. Enfin, vous puissiez venir découvrir le machine learning de manière simple. Alors donnez-moi un petit instant. Hop. Ok. Parfait. Hop. Alors ici, on est du coup sur un notebook Python. Donc je suis sur Visual Studio Code. J'ai déjà connecté tous mes jeux de données sur l'environnement. Donc je vais simplement venir dérouler avec vous, faire un live coding, quoi. Dérouler avec vous les différentes cellules de code. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, le but, c'est quoi? C'est de comprendre comment est-ce qu'on vient créer un modèle prédictif simple avec régression linéaire. Le but, c'est pas d'en rentrer dans la technicité, c'est surtout de vous montrer comment est-ce que ça se passe dans la pratique, comment est-ce qu'un data scientist code en Python quand on lui demande de venir faire un modèle de régression linéaire simple. Ok, donc pour ce live coding, on va utiliser un jeu de données qui recense les salaires, l'âge, l'expérience de chaque individu pour prédire du coup les salaires en fonction des autres variables. Un petit peu plus de détails sur la régression linéaire. C'est une technique, la première technique qu'on apprend quand on s'intéresse à la data science, et plus précisément machine learning. C'est une technique très fondamentale, très couramment utilisée, qui nous permet directement de modéliser la relation entre les variables indépendantes, du coup les variables prédictrices, celles qui tendent à venir prédire une variable cible. Le but ici, ça va être de trouver, plutôt d'ajuster une ligne droite hyper plan si on a différentes variables prédictrices. Bon, ça, c'est pour les notions un peu plus mathématiques, on rentrera dans le sujet juste en dessous. Mais le but, ça va être de trouver, on va dire, l'équation la plus parfaite, la plus réaliste par rapport aux données qu'on a. Ok. Donc, première cellule, bien évidemment, c'est de venir importer les différents packages qu'on a besoin. Je travaille sur Python. J'ai envie de venir faire un modèle de machine learning, j'ai envie de venir explorer la donnée en amont, c'est-à-dire venir comprendre ma donnée statistiquement avant de faire mon modèle de machine learning. J'ai différents packages Python à venir initialiser dans mon jeu de données. Je vais venir importer NumPy.
numerical Python qui me permet du coup de venir comprendre la structure matricielle de mon jeu de données, ou de mes jeux de données. Je vais utiliser Pandas pour pouvoir stocker toutes les informations sur des data frames. C'est l'utilité principale que je vais attribuer à Pandas sur ce notebook-là. On a un troisième package ici, matplotlib.pyplot. Pyplot étant le sous-package qui m'intéresse, qui va me permettre de venir générer des graphiques, comprendre l'intuition mathématique en faisant des graphiques du coup, derrière les différentes manipulations que je vais faire. Et enfin, on a Seaborn. Seaborn ici, qui est du coup le package, un autre package de visualisation qui apporte une flexibilité aux différents graphiques que je vais vouloir initialiser. Donc ça, ce sont les packages de l'exploration de données et du stockage de mes différentes données. On verra ça tout à l'heure. Juste en dessous, j'ai des packages qui me permettent directement de venir initialiser mon modèle de machine learning. Notamment le package sklearn, qui est le package le plus connu pour venir créer différents modèles de machine learning sur Python. On va avoir différents sous-packages ici, comme model selection, qui me permettent d'importer une fonction qui vient s'appeler train test split. Train test split, si on traduit en français, c'est division, ensemble de train, ensemble de tests. C'est typiquement ce que je vous disais dans les slides. C'est du coup cette fonction-là qui provient de ce sous-package-là qui va me permettre de venir diviser mon jeu de données de manière cohérente. Ici, on a un deuxième sous-package, linear model, provenant du même package principal, qui me permet d'importer la fonction linear regression, qui est tout simplement la fonction de régression linéaire, qui va me permettre d'initialiser mon modèle de machine learning. Ensuite, j'ai un autre sous-package Matrix. Ce sous-package Matrix-là me permet de venir importer le mean squared error, ou l'erreur quadratique moyenne. On verra qu'est-ce que c'est après. C'est une métrique d'évaluation de la performance du modèle de machine learning. Pareil pour le hard square. Le score hard square, ou R au carré, c'est également une métrique d'évaluation de mon modèle de machine learning. Enfin, on va avoir du même package sklearn, du sous-package preprocessing, on va importer des scalers. Les scalers, on verra qu'est-ce que c'est juste après, mais vous verrez qu'on a besoin de faire en sorte que les données numériques soient à la même échelle pour ne pas induire de biais statistiques à nos données. Donc, ça peut paraître flou dit comme ça pour l'instant, mais ça, je prendrai le temps de l'expliquer juste après, puisque je vais étudier de toute façon ces deux fonctions-là. Et enfin, à partir du package math, on va venir importer sqrt pour effectuer une racine carrée. Une racine de carré de quoi on verra, je vous le dirai juste après, mais c'est important de venir initialiser, de venir représenter une métrique, plus précisément la racine carrée d'une métrique. Ok. Alors, une fois que j'ai importé tous mes packages qui me permettent de 1, explorer la donnée et de 2, générer mon modèle de machine learning, je vais devoir du coup importer mon jeu de données. Comme je vous l'ai dit, le but c'est de prédire les salaires. Donc j'ai un jeu de données ici qui s'appelle income CSV, d'accord ? CSV, comma separate value, c'est le format finalement de mon fichier. Pour pouvoir faire en sorte d'importer ce jeu de données-là dans mon environnement, je vais devoir utiliser la méthode readCSV provenant du package Pandas, readCSV qui permet tout simplement de lire des fichiers CSV. Okay. Voici mon fichier CSV, juste ici. À savoir que du coup, je l'ai stocké dans une variable qui s'appelle df pour dataframe, df income, que je décide d'afficher juste en dessous. C'est pour ça qu'en dessous, j'ai l'affichage. Ok, donc je référence mon fichier, je le lis, je le stocke dans une variable et je décide de l'afficher. Ici, on peut voir quoi ? On peut voir que du coup, j'ai une colonne âge avec différents âges, oui. Une colonne expérience avec différentes années d'expérience par rapport aux différents individus et leur salaire qui est associé juste à droite. Ok. Par exemple, comment est-ce qu'on interprète ce jeu de données-là ? Une personne qui a 30 ans et qui a 3 ans d'expérience gagne 35 000 des brouettes. Ok, très simple. On va d'abord, bien évidemment, avant de faire un modèle de machine learning, on va d'abord explorer la donnée, comprendre statistiquement notre jeu de données. Donc, ici, on a une cellule avec un ensemble de méthodes importantes pour comprendre le jeu de données. Je vais directement exécuter cette cellule-là et vous expliquer ce qui se passe. Ici, j'utilise la built-in function ou la fonction préconstruite print, d'accord, qui me permet de venir afficher différentes informations que je recense dans les parenthèses ici. D'accord ? Donc, je vais me baser sur cette première ligne. Ce que vous voyez ici, c'est une chaîne de caractères qu'on retrouve juste là, le data frame A. Et là, j'ai le data frame A. 20 éléments sur la première dimension. Ici, le 20 éléments, enfin le 20 du coup, c'est ce bout de code-là. Je peux très bien le prendre ici et venir l'afficher là. Ici, j'ai avoir 20. Donc effectivement, j'ai 20 lignes. Pourquoi ? Parce que la méthode shape me donne la forme de mon jeu de données. Donc ici, par exemple, si j'enlève l'indexing à 0, j'ai bien 20 lignes et 3 colonnes, ce qui est le cas ici. Ok, très bien. Du coup, j'ai bien
20 lignes, donc 20 éléments sur la première dimension, parce qu'on n'oublie pas que c'est une matrice en réalité. Et j'ai 3 éléments ici, sur la deuxième dimension, donc nombre de colonnes. OK. De la même manière, ici, on a une autre méthode qui s'appelle columns. Si on décide de l'exécuter au-dessus, qu'est-ce que ça donne? Columns me sort du coup une liste avec le nom de mes différentes colonnes. Donc, les colonnes sont, ici encore une fois avec l'indexing, je vais bien sélectionner, ici 0 pour âge, 1 pour expérience et 2 pour income. Attention, Python commence à compter à partir de 0 et non pas de 1. On pourrait dire 1, 2, 3, c'est 0, 1, 2. Et du coup, les colonnes sont l'âge, l'expérience et l'income. Très bien. Les types de données. Les types de données, on l'obtient avec la méthode info. D'accord. La méthode info, elle me permet de venir faire quoi? Hop, si jamais je décide de l'afficher juste ici. La méthode info va me donner cette structure-là où on retrouve les différentes colonnes, la proportion de valeurs nulles, s'il y en a ou non, et les différents types de données associés à ces colonnes-là. Int 64 sont des données qui sont numériques, des valeurs numériques entières. Entières, pourquoi? Parce qu'ici, on observe qu'il n'y a pas de valeur décimale. C'est pour ça qu'on a int. Integer. OK. Très bien. Et juste en dessous, ici, je viens décider d'afficher les statistiques descriptives que j'arrondis à 2. Statistiques descriptives, si je décide de les visualiser, quelle est la structure sous-jacente? Ça va être un data frame également. Donc on observe si c'est la même structure. Ça, c'est un data frame. En tout, c'est également un data frame. Simplement, ici, on va avoir l'occurrence. J'ai bien 20 éléments dans mon jeu de données. La moyenne des âges est autour de 40, celle de l'expérience autour de 6 années d'expérience, très bien. La moyenne du salaire, 40 000, ok, très bien. STD, c'est pour l'écart type, okay, donc une mesure de dispersion autour de la moyenne. Plus l'écart type est élevé, plus finalement les points de données sont loin de la moyenne, grosso modo, pour vulgariser. Plus l'écart type est faible, plus les données sont concentrées autour de la moyenne qui est ici, si on prend la moyenne des salaires. Donc ici, par exemple, on a une moyenne de 40 000 avec un écart type de, grosso modo, 8 000. Typiquement, les données fluctuent autour de 8 000, autour de la moyenne. Je vais me reprendre, pardon. Les données fluctuent à une hauteur de 8 000 autour de la moyenne, donc de 40, qui est du coup à 40 000. On a la valeur minimale de chacune des colonnes. Ici, on a les différents quartiles, donc le 25e quartile, enfin le premier quartile, pardon, le 3e quartile ici, 75. Ici, on a la médiane, deuxième quartile, etc., etc. Donc, ce sont les statistiques descriptives très importantes pour comprendre le comportement de nos différentes variables. Si vous posez la question, ici, le anti/n, c'est pour venir sauter la ligne. C'est pour ça qu'on va avoir les types de données, d'accord, qui du coup, on observe qu'il y a un saut de ligne avant et après. Pourquoi? Parce qu'avant et après, on a l'anti/n qui est juste ici. OK. Donc là, on a déjà une meilleure compréhension de nos différents points de données, de notre jeu de données, quoi. Très important avant de venir faire un modèle de machine learning, parce qu'on n'applique pas un modèle de régression linéaire, par exemple, si nos données ne sont pas linéaires, si nos données ne respectent pas une tendance linéaire. Point à relever, donc le jeu de données ici ne présente aucune valeur manquante, effectivement. Ici, on voit qu'on a sur 20 lignes, on a 20 lignes qui sont non nulles, donc on n'a pas de valeur manquante. Très important, puisque les valeurs manquantes, il faut les traiter avant de faire un modèle de machine learning. Sinon, on introduit du biais dans notre modèle de machine learning. Nos variables ne comportent que des données de type integer, donc des données qui sont entières. Et si on s'attarde sur les métriques principales, on peut voir du coup une moyenne bien définie pour chacune des variables, ainsi qu'une médiane ou encore l'écart type, pareil, fixé. Ça, c'est très important si on veut comprendre statistiquement nos données. Mais dans le cadre d'un modèle de machine learning, on a une méthode qui vient résumer un peu, qui approfondit cette compréhension qu'on doit avoir de nos données. C'est du coup la méthode pairplot, d'accord, qui provient du package Seaborn, package qu'on a apporté juste avant, qui nous permet de venir visualiser la donnée. Donc, je vais exécuter cette cellule-là. On va avoir du coup un graphique par défaut. En entrée, je vais du coup renseigner mon jeu de données. C'est mon jeu de données que j'ai stocké sous ce nom-là, df-income. Et qu'est-ce qu'on observe ici? Donc, ce qu'on observe, c'est tout simplement la relation des variables entre elles. On va se poser la question de, OK, est-ce que j'ai une variable qui influence une autre variable? Pourquoi est-ce que je me poserais cette question-là? Parce que si je veux déterminer les prix, si je veux avoir une prédiction qui soit pertinente par rapport aux différents salaires, je dis prix, mais c'est les salaires, autant pour moi, il va falloir que je comprenne si je peux baser ma prédiction sur l'expérience. Typiquement, est-ce que l'expérience, je vous pose la question comme ça, mais est-ce que l'expérience ou l'âge pourrait expliquer la fluctuation des salaires? Est-ce qu'une personne qui a 50 ans et 20 ans d'expérience a un salaire qui est plus élevé
qu'une personne qui a 20 ans et 3 ans d'expérience? La réponse, elle est oui. Enfin, la réponse est oui, pardon. Et du coup, en fait, on peut directement le constater avec ce graphique-là. Pourquoi? Parce qu'on observe ici une tendance qui est oblique. Donc, on a une relation qui est linéaire. Si on s'attarde sur ce graphique-là, donc ici, on a notre variable à prédire, income, les salaires, avec du coup l'expérience. On observe une très bonne linéarité des données. C'est-à-dire que pour 5 ans d'expérience, on va avoir un salaire à 40 000, ici, si je m'attarde ici, là. Mais pour 15 ans d'expérience, on voit que les points de données sont assez explicites. On a des salaires qui sont beaucoup plus élevés. Donc, à partir de ce graphique, tout simplement, je peux me dire que, OK, là, je peux établir un modèle de machine learning, un modèle de régression linéaire, attention, par exemple, pas un modèle de régression polynomiale, qui est du coup une autre fonction, plutôt faire un modèle de régression linéaire parce qu'on a une tendance linéaire entre mes données. Donc, on constate ici que pour l'âge, c'est pas trop le cas. Enfin, c'est le cas, on observe bien une linéarité, mais on observe également plus de flou statistique. Pourquoi? Parce qu'on peut, ce qui est logique, hein, personnes qui ont 30 ans ont un salaire moindre des personnes qui ont 50 ans en moyenne, mais on observe qu'ici, là, ces 4 points de données-là ne participent pas à la linéarité qui est censée avoir le modèle entre l'âge et le salaire si on part sur un modèle de régression linéaire. Donc, il faudra faire attention à cette variable-là potentiellement. Mais n'oubliez pas ici, c'est cette matrice d'identité. C'est une matrice qui est l'identité. Pourquoi identité? Pour rentrer un peu dans les détails. Parce qu'ici, on observe finalement une symétrie. Ces trois différents scatterplots, ces 3 différents nuages de points qu'on voit juste là, on les retrouve juste ici. D'accord? Donc, on se concentre soit en bas, soit en haut. Mais vous voyez ici, on va venir visualiser la relation entre l'âge et les salaires. Et je fais exactement la même chose si je me base sur l'âge ici et les salaires. On voit que ce graphique-là, c'est les mêmes. C'est pour ça que je parle de matrice d'identité. Ici, en oblique, je ne l'ai pas précisé, mais c'est tout simplement la distribution de nos données. D'accord? Donc ici, on voit que notre variable âge a une distribution qui est assez uniforme comparée à la distribution des salaires qui est plutôt une loi normale. D'accord? Une loi normale, pourquoi? Parce qu'il y a une concentration autour de 40 000, du coup, qui est la moyenne. OK. Le plus important, n'oubliez pas, en tout cas pour ce live coding, c'est bien ces 3 scatterplots, ces 3 nuages de points, pour voir si on a bien une relation qui est linéaire. Là, je vois que j'ai une relation linéaire, donc je peux être confiant sur le modèle de régression linéaire. Très bien. Donc, point à relever, on constate une forte linéarité entre les salaires et l'expérience. La linéarité est cependant plus faible entre le salaire et l'âge. À partir de là, du coup, on peut affirmer que les variables prédictrices vont avoir un pouvoir d'influence significatif sur notre variable cible. C'est-à-dire que je vais pouvoir effectivement venir prédire différents salaires en fonction des différents âges ou différentes expériences que je vais vouloir rentrer dans le modèle juste après. Autre graphique qui est super important arrivé à ce stade, ça va être du coup un graphique sur les différents coefficients de corrélation. Donc, je vais l'exécuter très rapidement. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Je vais stocker du coup dans une variable que j'appelle correlation income, donc c'est-à-dire une variable qui vient stocker du coup une matrice de corrélation avec la méthode core ici, que je peux venir afficher si vous voulez, hein, juste ici au-dessus. Hop. C'est encore un data frame, cette fois-ci, c'est encore une matrice d'identité d'ailleurs, regardez bien, c'est une matrice d'identité. Simplement, cette matrice-là, au lieu de venir nous représenter sous forme de scatterplot la linéarité des différentes variables entre elles, on va plutôt y associer un coefficient de corrélation, voir si nos variables sont corrélées ou non. Très bien. Donc, cette matrice d'identité-là, je la stocke dans correlation income, que je décide de visualiser avec la méthode heatmap. Le paramètre annote me permet de venir visualiser les différents coefficients directement sur la matrice de corrélation. Et ici, je paramètre le format de ces annotations-là. Je veux du coup des valeurs décimales, deux valeurs décimales pour être précis. Et qu'est-ce qu'on observe du coup si on comprend ce graphique-là? On voit ici qu'on a 98% de corrélation entre l'expérience et le salaire, ce qui est très élevé. C'est-à-dire que finalement, on comprend bien la linéarité presque parfaite ici. Hein. On va avoir du coup une corrélation qui est très élevée entre le salaire et l'expérience. Comment est-ce qu'on interprète ça? L'expérience, bien évidemment, ici, c'est une preuve comme quoi l'expérience a une très forte influence sur le salaire. L'âge, comme on peut le voir, un peu moins. Et on fait encore une fois écho au scatterplot qui est juste là. L'âge, on est à 53%. Ok, très bien. Donc on observe une corrélation positive, savoir qu'on a également des corrélations qui sont négatives. Pour apporter plus de détails, un coefficient de corrélation proche de 0, du coup on n'observe aucune corrélation entre les variables. Un coefficient de corrélation qui est à 1, c'est une corrélation positive parfaite. Un coefficient de corrélation qui est à moins, c'est une corrélation négative parfaite.
Donc à partir de ça, on peut venir construire notre modèle de régression. Là, on est sûr qu'on pourrait avoir des salaires prédits qui auraient une cohérence. Donc c'est le moment de venir initialiser notre modèle de régression. Donc comme je vous l'ai dit dans la théorie, il va falloir venir diviser notre jeu de données. Donc ici, dans une variable features, caractéristiques, je vais venir stocker mes variables prédictrices. Donc ici, mes variables prédictrices, c'est l'âge et l'expérience. C'est une variable qui vient expliquer le salaire. Et dans une autre variable que j'initialise, target, je vais venir stocker ma variable cible, le salaire. Très bien. Donc ici, X et Y sont du coup mes variables prédictrices et ma variable cible. Je peux exécuter le code et ici appeler par exemple X. X, on observe bien que j'ai l'âge et l'expérience. Si je change Y, je vais avoir ici, et du coup, les différents salaires. Je viens de diviser mon jeu de données. Ce qui est important ici, c'est cette manipulation-là. Je vais venir initialiser 4 variables d'un coup. Xtrain, Xtest, Ytrain, Ytest. Qu'est-ce que c'est que ça? Finalement, c'est mon train test split, comme je vous l'ai expliqué. Je vais mettre en entrée, je vais appeler la fonction, train test split, et en entrée, je vais renseigner du coup ma variable X et Y qui est juste ici. Donc, je vais renseigner mes features et ma target, donc mes variables prédictrices et ma variable cible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, mes 2 premières variables que j'initialise, Xtrain et Xtest, vont être constituées des différentes variables prédictrices, à hauteur de 80%. Et Ytrain, Ytest vont prendre le reste, 20%, mais uniquement par rapport à la variable cible. Ici, le test size, c'est un paramètre en Python qui permet de venir paramétrer la proportion de données à associer au test, à l'ensemble de tests, à ces 2 variables-là, celle-ci et celle-ci. Je peux venir les visualiser, encore une fois. Xtrain, par exemple. On peut voir qu'ici, je vais avoir des données qui ont été générées de manière aléatoire. Si on regarde bien l'index, on voit que c'est généré de manière aléatoire. Pourquoi? Pour ne pas induire un biais statistique. Si jamais je me basais sur des données qui suivent une tendance temporelle, ce serait dommage de venir scinder mon jeu de données sans avoir un peu shuffle mes données, donc mélanger mes données. Il faut les mélanger pour casser l'interprétation l'interprétation temporelle de mes données, quoi. Pareil pour Xtest, si je décide de l'appeler, Xtest, je vais avoir du coup 4 points de données. Pourquoi? Parce que je décide d'attribuer j'ai un ratio de 80-20. Du coup, j'ai bien 4 points de données pour mon ensemble d'entraînement. Ça, de toute façon, je peux le venir vérifier avec la cellule qui est juste au-dessous. Juste celle-ci, la cellule, cet ensemble de codes-là. Donc la taille de Xtrain, on voit bien que j'ai 16 observations sur 2 colonnes. Ouais. Pour mon Xtest, par rapport à la shape, j'ai bien 4 sur 2. Et pour mon Xtrain et pour mon Ytrain et mon Ytest, j'ai bien du coup 16 points de données. Et ici, je n'ai pas de 1, mais j'ai bien que le salaire, quoi, si vous préférez. Que l'ensemble d'entraînement. Donc, je peux vous montrer. Si je décide d'appliquer Ytrain, juste là, on voit que j'ai bien que la donnée qui est relative au salaire. Donc, ma variable cible, quoi. Très bien. Donc là, mon jeu de données a été du coup divisé. Je vais pouvoir du coup faire en sorte d'initialiser mon modèle de régression linéaire. Donc très rapidement, finalement, on pourrait croire que c'est une suite algorithmique qui aurait aucun sens, mais ça se fait très rapidement en Python. Ici, comme vous le savez, avec les packages que j'ai importé la fonction linear regression. D'accord? C'est mon f de x qui va me permettre de venir, si vous voulez, faire une régression linéaire. Cette fonction-là, je la stocke dans une variable modèle. Pourquoi? Parce que sur cette variable-là, je vais vouloir appliquer différentes méthodes. Donc, typiquement, en dessous, j'applique la méthode fit sur ma variable modèle. Donc, j'applique la méthode fit sur ma régression linéaire, grosso modo. Et fit, c'est quoi? C'est du coup une méthode qui va me permettre d'initialiser la phase d'entraînement, finalement. La phase d'entraînement de mon modèle. Je vais venir nourrir mon modèle, nourrir ma fonction, d'accord, avec mes données d'entraînement. Les données d'entraînement qui sont juste ici. Finalement, ce que je suis en train de faire dans la ligne là, c'est f de x, d'accord. Ici, je vais venir entraîner mon modèle de machine learning à l'aide de la méthode fit, donc sur mes données d'entraînement. Une fois que mon modèle est entraîné, d'accord, je vais pouvoir venir utiliser la méthode predict toujours sur ma variable modèle qui comporte les données entraînées. D'accord, on ne peut pas oublier cette phase. À partir de là, ma variable modèle,
comporte les données qui ont été entraînées. Et je vais venir prédire, donc faire de la prédiction de données sur mon ensemble de tests et non pas de train. Pourquoi? Parce que mon ensemble de tests sert à ça. Le but, c'est de venir comprendre si le modèle de machine learning, donc ce modèle-là, est capable de se généraliser sur d'autres ensembles de données. Donc, je vais exécuter mon bout de code. Et j'ai rien en affichage parce que je demande de rien afficher, tout simplement. Mais j'aimerais bien potentiellement visualiser ma variable yPred qui comporte du coup toutes les prédictions générées par le modèle. Ici, j'ai du coup 4 éléments. Et ça, ce sont 4 salaires qui ont été générés, qui ont été prédits directement à l'aide du modèle de machine learning. Donc là, on fait de la prédiction très rapidement sur nos données qu'on a mis en entrée, donc finalement les différents salaires. On va apporter un peu plus de contexte, apporter un peu plus de pertinence sur cette variable-là, donc yPred, notamment avec une métrique qui me permet d'évaluer la bonne prédiction ou non de mon modèle de machine learning. Donc ça, on l'a importé également, c'est la fonction R2score, donc R au carré, score R au carré, une métrique statistique. Et en fait, le R2score, finalement, il va venir, il est basé sur une équation, mais le but, ça va être quoi? Ça va être de voir si mes données dans yTest sont à peu près similaires à mes données qui ont été prédites. Okay, donc ça, c'est bien ma variable des données prédites. yPred, c'est la variable que j'ai initialisée juste ici. Donc le but, quand je donne en entrée ces deux variables-là, c'est que R2 détermine si la prédiction comporte une marge d'erreur. Si oui, est-ce qu'elle est importante? Sinon, est-ce qu'elle n'est pas importante? Donc, pour venir synthétiser ce que je viens de dire, si je décide de visualiser ici yTest, on peut voir que du coup ici, je vais avoir 4 points de données, donc un salaire à 38 000, un salaire à 51 000, etc., etc., etc. Le but que va avoir R2, c'est de voir s'il y a une correspondance, une similitude avec cet ensemble de données-là et cet ensemble de données-là, donc mes prédictions. Ici, on voit qu'on a des salaires qui sont approximativement les mêmes, donc, on va dire dans le même range. On n'a pas d'aberrance, on n'a pas un salaire à 400 000 si vous voulez, donc on va avoir un R2 qui sera à peu près pertinent. Donc le but du R2, c'est d'établir du coup un pourcentage basé sur la pertinence de la prédiction. Ici en dessous, je décide d'afficher une formatted string. Le F ici, c'est pour formatted string, c'est chaîne de caractères formatée, où je viens déterminer un coefficient de corrélation, donc c'est juste de l'affichage, in fine, où je viens renseigner ma variable R2, d'accord, que j'ai initialisé juste au-dessus, ici, que j'arrondis à 4. Ensuite, je décide de faire un pourcentage de ce R2 pour avoir plus d'interprétabilité. Donc mon coefficient de détermination, du coup R2, ça veut dire ça, est de 97. Donc ici, mon coefficient de détermination est plutôt bien. La précision du modèle en termes de prédiction est de 97%. Un coefficient de détermination, et en fait, c'est une variable qui est normalisée entre 0 et 1. 0, du coup, à ce moment-là, j'ai des données qui sont une prédiction qui est vraiment incohérente par rapport à ce que j'ai fait en amont. Par contre, si j'ai un coefficient de détermination égal à 1, j'ai une prédiction qui est presque parfaite. Et du coup, là, mon modèle est capable de prédire avec une bonne précision le salaire en fonction des différentes données en entrée en fonction des différentes données que j'ai pu mettre en entrée. Ok. C'est ce que je viens de dire en dessous. Un R2 proche de 1 suggère que le modèle explique bien la variabilité des salaires en fonction de l'âge et de l'expérience, dans notre cas présent. On va faire attention parce qu'un R2 trop élevé pourrait aussi indiquer un risque d'overfitting. C'est une notion qui est un peu plus complexe dans le machine learning. Mais l'overfitting, c'est quoi en quelques mots? L'overfitting, c'est le fait qu'un modèle de machine learning, quand on tend quand on est arrivé à la phase de nourrissement, si ça se dit, autant pour moi, quand je vais devoir venir nourrir mon modèle de machine learning, notamment avec la méthode FIT, donc la phase d'entraînement, il se peut que mon modèle de machine learning comprend trop bien la tendance mathématique de mon jeu de données, et du coup, ne se détache pas de son entraînement par rapport aux données de test qu'on fait juste ici, par exemple. C'est-à-dire que là, du coup, on va avoir un problème d'overfitting. Le modèle n'est pas capable de se généraliser sur d'autres ensembles de données et est trop rattaché aux données qu'on lui a données en entrée. Donc ça, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que si par exemple, je sais pas moi, le marché, les salaires fluctuent du jour au lendemain, je sais pas, avec différentes lois gouvernementales ou ce genre de choses, notre modèle de machine learning devient obsolète, par exemple. On ne veut pas que notre modèle soit trop ancré par rapport aux données d'entraînement. On veut du coup un bon équilibre entre une bonne prédiction
mais aussi du coup limiter le risque d'overfitting, quoi. Très bien. Si on apporte encore un peu plus de contexte, et ensuite je me dépêcherai un petit peu plus, parce qu'on n'a pas fini le live coding, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Qu'est-ce que je décide de faire? Je vais venir générer un nouveau jeu de données, qui s'appelle DF Prédiction, d'accord, à l'aide de la méthode DataFrame, qui permet du coup de venir créer un nouveau DataFrame. Ici, mon DF Prédiction, il ressemble à quoi? Il ressemblait à ça. C'est des données fictives que je rentre en entrée, donc différents âges pour différentes expériences. Et en fait, le but là, ça va être de venir déterminer le salaire en fonction du modèle que j'ai créé. Donc, je vais venir appliquer le modèle de machine learning pour finalement avoir une prédiction sur des salaires en fonction de ces données d'entrée-là, qui ne sont pas présentes, bien évidemment, dans mon jeu de données juste au-dessus. Donc, dans une variable new prediction, qu'est-ce que je viens faire? Je viens prédire, encore une fois, les différents salaires. Donc, en entrée, je mets bien mon DF prédiction que j'ai généré juste au-dessus, c'est mes données d'entrée. Et mon modèle est bien stocké dans ma variable modèle. Je vais venir ici créer une nouvelle colonne qui s'appelle Predicted Income. Donc, c'est la colonne qui recenseront les différents salaires prédits, que je vais venir arrondir, d'accord, par défaut. Et du coup, ensuite, je vais venir concaténer mes deux jeux de données. Donc, mon jeu de données déjà existant, DF Income, avec mon jeu de données DF Prédiction, pour que vous puissiez bien synthétiser l'information, la théorie derrière sur ce que je vous ai montré en amont. Donc, je vais exécuter cette cellule-là. Et on va arriver à ce jeu de données-là. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater qu'on va avoir des différents âges, différentes expériences. Ici, les 4 derniers points de données, c'est les 4 derniers points de données que j'ai rentrés de manière synthétique, que j'ai concaténé ici. Donc j'ai concaténé sur la même table qui s'appelle DF New Income. Donc mon DF avec mon DF prédiction. C'est pour ça qu'à la fin, là, on voit les 4 points de données. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que associé à ces 4 points de données-là, effectivement, j'ai pas de NaN, c'est des valeurs manquantes, j'ai pas de salaire associé, ce qui est logique. Par contre, j'ai des salaires prédits que j'ai juste ici. Alors, on peut voir que du coup, mon modèle prédit bien un bon salaire en fonction de son entraînement. Pourquoi? Parce que par exemple, une personne qui a 47 ans et qui a 12 ans d'expérience a un salaire qui est plutôt élevé, plus que la moyenne du moins. Par contre, une personne qui a 19 ans et 2 ans d'expérience va avoir un salaire qui est moindre. Une personne qui a 50 ans et 20 ans d'expérience, une personne qui a un bon salaire également, par rapport à toutes mes données réelles qui sont juste là. Donc à partir de là, je suis assez confiant sur le fait que mon modèle de machine learning est capable de prédire, le salaire des différentes personnes que je vais mettre en entrée. À quoi ça pourrait servir pour le data scientist? Par exemple, ce serait une problématique côté RH. Dans une grande entreprise, on a besoin de réévaluer les salaires. On pourrait avoir un modèle de régression linéaire simple basé sur les différentes régularisations d'entreprise. Okay, donc moi, je suis data scientist, je fais ce genre de modèle-là pour prédire les salaires des différents collaborateurs de l'entreprise. Ça peut être quelque chose à faire. Le but étant de gagner du temps côté RH, travailler en efficience, quoi. Ok. Très bien, à partir de là, je peux apporter plus de détails pour comprendre ce qui s'est passé. Si j'exécute cette cellule-là, je vais avoir 2 graphiques. Je vais préférer directement vous montrer ce qui se passe ici dans la tendance de ces graphiques-là, plutôt que approfondir le bout de code ici, en fonction du temps qu'on a. Mais du coup, ici, qu'est-ce qui se passe? On peut voir qu'ici, les différents points, le nuage de points que vous pouvez voir, c'est les données qui sont réelles de mon jeu de données, donc la vraie variable income, donc les vrais salaires. Et ici, la courbe que vous pouvez voir, c'est du coup la courbe de mes données prédictes, de données que j'ai prédites. Et on peut voir du coup que mon modèle est pertinent, il est bien linéaire par rapport à il est correctement ajusté par rapport à la linéarité de mes données. Pourquoi? Parce que du coup, je vais avoir une droite qui capture bien la tendance mathématique des du nuage de points, quoi. C'est pour ça qu'on a un hardware qui est d'ailleurs très élevé. À droite, on peut voir quoi? On peut voir qu'on a 2 histogrammes, enfin un histogramme, et on va avoir 2 courbes qui sont calquées. On va avoir du coup le revenu réel, qui est du coup la courbe bleue, et le revenu prédit, qui est la courbe jaune-orange. Bon, ici, on se base que sur 4 données prédites, donc c'est pas forcément pertinent. Le but d'avoir pris un petit jeu de données, c'est pour synthétiser et vulgariser au max la théorie derrière le modèle de machine learning. Mais on peut voir qu'on a une concentration des données autour de la moyenne de nos données prédites. Donc c'est plutôt bon signe, c'est-à-dire que du coup mon modèle se généralise bien à la tendance mathématique des données réelles. On peut voir qu'ici le kernel density estimate, donc c'est la courbe synthétique de mes différentes barres. On peut voir que du coup elles ont le même pattern, quoi. On observe également une bosse ici parce qu'on a plus de fréquences de valeurs là.
Donc, elles ont le même pattern. Et à terme, si jamais je décidais de générer beaucoup plus de données, j'aurais du coup une courbe orange qui se superposerait dans l'idéal à la courbe bleue, donc à la courbe des revenus réels. Ici, pour quand même faire un petit mot sur le bout de code, je viens créer du coup différents graphiques que je range à l'aide de la méthode subplot. Subplot me permettant de venir paramétrer les différents types de graphiques. Subplot, c'est quoi? Ici, je veux simplement une ligne, c'est-à-dire je veux une ligne de graphique. Vous voyez que j'en ai qu'une, j'ai pas des graphiques en dessous. Je veux un maximum de 3 graphiques. Donc là, je n'en ai que 2. Je pourrais d'ailleurs changer à 2 si je le voulais. Et là, le 1, c'est par rapport au fait que je veux traiter le premier graphique. Donc tout le code que vous voyez en dessous, là, c'est par rapport au premier graphique, celui-ci. Et effectivement, par exemple ici, l'étiquette des labels, c'est l'expérience. Oui, ici, j'ai bien du coup l'expérience qui est l'étiquette de mes labels en abscisse. L'étiquette de mes labels, en ordonnée, définie juste ici, c'est mes revenus prédits. Effectivement, c'est le cas. Donc c'est simplement des titres que je paramètre. Là, j'ai un titre général, revenu prédit en fonction de l'expérience, juste ici. Et du coup, ces deux graphiques-là qui sont superposés, c'est les différents graphiques que je crée. Donc scatterplot pour le nuage de points, X en entrée, c'est-à-dire quelles sont les données à afficher en nuage de points, c'est bien ma variable expérience. En abscisse et en ordonnée, ça va être ma variable income. Donc ça, c'est le nuage de points qu'on a visualisé sur la méthode perplot, c'est le même nuage de points. En dessous, regplot, c'est pour venir faire en sorte de paramétrer une tendance linéaire dans le cas présent. Et à la place de mettre mes income, je vais mettre plutôt mes predicted income, donc les salaires que j'ai générés de manière à l'aide de mon modèle de machine learning. C'est pour ça que ce graphique est constitué de cette manière-là. C'est juste pour vous montrer. Le paramètre skater, false, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que là, je décide d'avoir plutôt une tendance plutôt que des nuages de points. Si je mettais true, j'allais avoir quelque chose qui ressemblerait à ça, par exemple. Je vais vous le montrer également. Et du coup, je vais avoir quelque chose qui est un peu moins pertinent sur ce que je veux faire dans la réalité. Donc c'est pour ça que ici, je décide de laisser scatter à false. OK. Alors, on va mettre un temps de pause ici. Puis ensuite, on ira un peu plus loin sur le modèle de machine learning. On ira aussi un peu plus vite. Ça, c'est bien mignon, mais c'est sur des données d'entrée qui sont très simples. C'est-à-dire qu'on a 20, on a effectué un modèle de machine learning sur 20 points de données, d'accord, sur 20 salaires. Forcément que le modèle de machine learning, si la tendance est linéaire, forcément que la régression linéaire, le modèle qu'on a fait, comprend bien la tendance mathématique. Mais dans la réalité business, on va essayer on applique des modèles de machine learning sur des données qui sont beaucoup plus complexes. Parce que oui, dans une perspective des business, les jeux de données sont rarement aussi simples. Donc, ce qu'on va devoir faire, à partir de maintenant, c'est qu'on va effectuer un modèle de machine learning, donc une régression linéaire à partir d'un jeu de données qui est un peu plus complexe. On garde sur la même problématique pour pas se perdre pédagogiquement. Donc, sur des salaires, simplement notre jeu de données maintenant, c'est celui-ci. On va avoir du coup, encore une fois, une variable expérience suivie d'une variable âge. À côté de ça, on va avoir d'autres informations qui pourraient également expliquer la variation de salaire. L'éducation explique la variation de salaire. Finalement, le métier explique aussi la variation de salaire. D'accord, un directeur gagne plus, d'ailleurs, on le voit ici, qu'un ingénieur. L'industrie également, l'industrie de la santé, c'est une industrie qui rémunère bien. Le genre, qui est également une variable qui pourrait expliquer du moins cette variation dans les salaires. Et enfin, la localisation. Donc, est-ce que je travaille en ville? Est-ce que je travaille dans une zone un peu plus rurale? Une zone rurale, zone urbaine, c'est quelque chose qui est important pour comprendre du coup cette fluctuation de données, de salaire qu'on va faire avec le modèle de machine learning. Donc, on a des données qui sont plus complexes, quoi. Encore une fois, très rapidement, on va venir comprendre la structure de notre jeu de données. Ici, la méthode dtype me permet d'afficher les types de données directement. Par exemple, ici, j'ai des données qui sont numériques et qui sont entières pour l'âge et l'expérience. Mais ma variable éducation, job title ou encore industrie, on voit que du coup, le type de données, c'est object. Object, c'est quoi? Object, c'est tout simplement ça veut dire chaîne de caractères, quoi. Ce sont des chaînes de caractères. C'est des données qui sont catégorielles. Et si on voit float. Float, c'est quoi? C'est du coup des données qui sont numériques, mais qui sont flottantes. C'est des nombres flottants, donc qui comportent des décimales. OK. Le but ici, ce qu'il faut comprendre, c'est quand on vient faire un modèle de machine learning, on ne traite pas les données numériques de la même façon que les données catégorielles. D'accord? On va venir ici rajouter une étape par rapport à ce qu'on a vulgarisé juste au-dessus en amont avec le jeu de données simple. Parce qu'on n'a pas la même suite d'étapes à appliquer sur les données qui sont numériques et les données qui sont catégorielles.
Si on donne un modèle de machine learning suburban ou PhD ou ce genre d'informations qui sont en chaîne de caractères, le modèle de machine learning va avoir une erreur, ne comprend pas les données en chaîne de caractères. Ok, donc on va devoir encoder ces données. Juste en dessous, je viens déterminer s'il y a des valeurs manquantes. La méthode ISNA qui me renvoie une série booléenne, ici, true ou false. Donc là, j'ai une matrice qui est booléenne, d'accord. Si je décide d'appliquer la méthode sum, sachant que true est égal à 1, false est égal à 0, true, ça veut dire qu'il y a des valeurs manquantes. Si je n'ai pas de valeurs manquantes, je n'ai pas de 1, je n'ai pas de true. Donc, voilà. Si je fais la somme de ces points de données-là, bah, si j'ai que des zéros, c'est que je n'ai pas de true, c'est que je n'ai pas de valeur manquante. Très rapidement, très synthétiquement. Ok. Du coup, là, je n'ai aucune valeur manquante. Je vais pouvoir bien, évidemment, mais construire mon modèle de machine learning. Ici, encore un graphique pour comprendre si on a une tendance linéaire. Finalement, dans une réalité business, effectivement, bah oui, les salaires sont bien influencés par l'âge et l'expérience. Donc ici, on observe bien une tendance linéaire. Mais cette fois-ci, elle est un peu plus floue. Elle est un peu moins évidente que sur le jeu de données simple. C'est fait exprès. Pourquoi? Parce que c'est un jeu de données réel. Donc on a une relation qui est bien évidemment linéaire, mais qui est un peu plus complexe. Donc on reste bien sur un modèle linéaire, mais on a beaucoup plus de flou statistique autour du coup de la tendance globale. Ça reflète bien du coup la réalité du marché, du coup la réalité du salaire, quoi. C'est ce que je viens de dire. Et à partir de là, très rapidement, je viens encore une fois diviser mon jeu de données. La seule différence qu'on va avoir dans cette cellule de code, c'est le paramètre random state. À quoi il sert ce paramètre-là? Peut-être qu'à la fin du live coding, je vais vous donner ce live coding, c'était une surprise de base. Mais en fait, avec ce paramètre-là, je viens initialiser une graine. Ça veut dire quoi, initialiser une graine? Ça veut dire que vous allez avoir exactement les mêmes résultats que moi. Donc, c'est bien si on veut du coup garder finalement la même pertinence du jeu de l'analyse, quoi. Donc, vous allez avoir exactement les mêmes points de données que moi, les mêmes analyses, les mêmes résultats que moi, que lors de ce live coding. Et du coup, ici, on voit que ma division, c'est plutôt bien fait. Parce que si je décide de déterminer la shape de mon jeu de données, d'accord, hop, df salary, .shape, très rapidement, on voit que j'ai 1000 enregistrements sur 8 colonnes. On voit qu'ici, lors de ma division, avec une proportion de 0,2 pour la phase, enfin, de 20% pour mon test size, j'ai bien 80, 200, pardon, excusez-moi, 800, 200, 800, 200. Donc, tout est bon. Très bien. À partir de là, je vais vouloir analyser, commencer par traiter mes données numériques. Je vous ai dit qu'on ne traitait pas de la même manière les données numériques, les données qui étaient du coup catégorielles. Donc ici, j'isole simplement à l'aide de la méthode selectDtype, j'isole uniquement mes données qui sont numériques, donc l'âge, l'expérience, le salaire. Le salaire ici, c'est ma variable qui est une variable cible. Donc ça, on verra juste après. Et du coup, en dessous, ici, je vais venir vous montrer cette cellule-là, à quoi elle sert juste après. Je vais venir la déplacer juste en dessous de cette cellule-là. Hop, là, juste là. Ah, 2 petites minutes. Tac. Ok, bon. Je vais pouvoir la réécrire de cette manière. Tac. Hop. Ok. Du coup, je vais venir baser mon analyse sur les données qui sont numériques, à l'aide du paramètre include, qui me permet du coup de sélectionner le type de données number, les données qui sont numériques. Je vais venir initialiser une variable mmScaler qui va comporter la fonction qui va me permettre de normaliser mes données là. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? Pourquoi est-ce que je viendrais normaliser mes données? Pourquoi est-ce que je viendrais faire en sorte que mes deux colonnes, l'expérience et l'âge, finalement soient à la même échelle? Parce qu'en fait, mon modèle de machine learning, si mes deux colonnes-là ne partagent pas la même échelle, ce qui est le cas, hein, regardez ici, ce qui est le cas grosso modo, l'expérience est de 7 ans, 15 ans, 11 ans, 8 ans. Pourtant, l'âge, on peut aller de, je sais pas moi, 20 ans à 60 ans. On va avoir du coup une échelle qui est différente, d'accord, entre mes deux variables. Bah, si c'est le cas, en fait, le problème, c'est que mon modèle de machine learning accordera beaucoup plus d'importance à l'âge. Et dans notre cas, à nous, ça pose problème parce que l'âge, comme on le sait, bah, c'est une variable qui explique moins les salaires que l'expérience. Donc, j'ai tout intérêt à normaliser mes données, d'accord, à les faire en sorte que ce soit à la même échelle, qu'elles soient à la même échelle. Donc, c'est pour ça qu'ici, je viens initialiser une variable mmScaler qui comporte la fonction min-max-scaler. J'initialise une variable qui s'appelle call2nor, donc les colonnes à normaliser sont l'expérience et l'âge. Et ici, je vais venir générer du coup deux data frames
xtrain norm et xtest norm, ces deux datasets, finalement, vont recenser, enfin, vont comporter les mêmes données à l'origine, simplement, c'est des données qui seront normalisées. Je vais exécuter la cellule, mais qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? C'est que sur mon objet min-max-scaler, j'applique la méthode fit-transform. Cette méthode-là, son seul but, ça va être de prendre en entrée les données à normaliser, ici, d'accord? Et de venir, du coup, les normaliser, à l'aide également d'une équation mathématique. Le paramètre columns, simplement pour faire en sorte que les colonnes aient le même nom. Ainsi, expérience et âge, qui est déjà présent dans mon jeu de données xtrain, d'accord, expérience et âge, je vais avoir les mêmes noms de colonnes pour xtrain nord, parce que par défaut, j'aurais eu 0 et 1. C'est pour ça qu'ici, je rajoute ce paramètre-là. Et je décide de garder le même index. Donc, le même index, on se souvient, l'index, c'est l'index des différentes observations. Pourquoi? Parce qu'après, je vais devoir faire une manipulation, donc je garde le même index. Je fais pareil pour mon ensemble de tests. Même manipulation là, j'applique du coup le scaler à l'ensemble des données de test. Et je décide d'afficher à l'aide de la fonction display mes différents data frames. Donc ça, c'est mon jeu de données qui n'a pas été encore normalisé. Donc les données de base qu'on a déjà traitées. Et ça, là, c'est mon jeu de données vraiment qui a été normalisé. Et on peut voir que l'expérience et l'âge comportent des données qui ont été normalisées. Attention, ici, la pertinence de l'expérience et de l'âge ne se perd pas. Elle est toujours valide. Pourquoi? Parce qu'on vient de centrer nos données. Pour vous expliquer grosso modo ce que je veux dire par là, c'est que par défaut, si j'exécute cette cellule-là, par défaut, si on prend la variable expérience, la valeur la plus minimale de la variable expérience, de mes données expérience, c'était 1. La valeur maximale de ma variable expérience, c'était 19. Comme on peut le voir, après l'encodage, la valeur minimale de ma colonne expérience, c'est 0. Et la colonne maximale, enfin la donnée maximale de ma colonne expérience, c'est 1. C'est-à-dire que la valeur minimale passe à 0, la valeur maximale passe à 1. Également pour l'âge, ce sera la même manière, mais je normalise mes données entre 0 et 1. Du coup, je ne perds pas de cohérence, puisque du coup, je vais avoir un coefficient attribué à chacun de mes points de données, comme vous pouvez le voir ici. Je vais avoir un coefficient attribué qui, du coup, est normalisé. Je ne perds pas de pertinence par rapport à la réalité statistique de mes données, quoi. Simplement, je vais les normaliser pour ne pas attribuer un poids trop grand à la colonne âge. Également, je vais venir traiter mes données catégorielles. On fait ça d'une manière différente. Encore une fois, je vous l'ai dit, on ne fait pas la même chose sur les données qui sont catégorielles. Donc ici, ce sont mes données catégorielles. Qu'est-ce que je fais ici? Je utilise la méthode nUnique qui va me permettre de recenser le nombre de valeurs uniques dans la colonne genre. Par exemple, si je prends la colonne genre, très bon exemple. Voici du coup ma colonne genre. Si je décide d'appliquer la méthode unique, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir les différentes catégories possibles, donc female ou male. Si je rajoute nUnique, je référence du coup le nombre de catégories uniques, j'en ai bien 2. D'accord. Donc ici, je référence le nombre de catégories uniques par rapport au genre, idem par rapport au job title, idem par rapport à l'industrie, la localisation, etc., etc. Ça, c'est important. Ainsi, j'ai 2 catégories dans ma variable genre, j'en ai 5 dans ma variable métier, 5 dans l'industrie, 3 dans la variable zone, etc., etc., etc. Point à relever, celui-ci, il est important. Nous constatons qu'il n'y a pas beaucoup de catégories dans nos variables. Effectivement, c'est des données qui sont assez limitées. Dans le cas contraire, si on avait par exemple, 152 industries référencées et 1400 métiers référencés, il aurait été judicieux de venir sélectionner les valeurs les plus représentées uniquement pour éviter des problèmes de dimensionnalité dans notre modèle. Plus on ajoute de la complexité, plus le modèle aurait tendance à avoir des performances qui auraient été médiocres. Et les performances médiocres, en un mot, ça s'appelle l'underfitting et non pas l'overfitting. Quand je dis des performances médiocres, si on augmente la complexité de nos données, donc plein de catégories par exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on rend la tendance mathématique beaucoup plus complexe en réalité. Donc, quand je dis la tendance mathématique, on rend la prédiction des salaires beaucoup plus complexe parce qu'on a beaucoup plus de catégories. Et du coup, on n'est plus dans une phase d'overfitting. Comme on se le rappelle, l'overfitting, c'est le fait que le modèle comprend trop bien la tendance mathématique du jeu de données et n'est pas capable de se généraliser à d'autres modèles. L'underfitting, en l'occurrence, c'est notre modèle de machine learning n'est pas assez puissant, n'est pas assez robuste pour comprendre la tendance mathématique et on va avoir un R-square qui serait égal à 12 par exemple, et de 12%. Et du coup, le modèle de machine learning n'est pas pertinent, quoi. Ok. Et comme je vous l'ai dit, si on décide de rentrer ces données-là dans le modèle de machine learning, donc ces chaînes de caractères-là, le problème c'est que c'est pas cool pour le modèle de machine learning parce que du coup, lui, il comprend pas les données en chaîne de caractères, ce qui est normal. Il va falloir encoder ces données-là.
C'est ce qu'on fait juste en dessous avec la méthode getDemise, provenant du package pandas. La méthode getDemise, on va venir sélectionner uniquement les données qui ont en type object, comme je vous l'ai dit. Là, on traite uniquement les données qui sont catégorielles. Donc, les colonnes sont les suivantes, ce sont mes données qui sont catégorielles. Et du coup, si j'exécute ce code-là, c'est toujours plus simple avec de la visu. Qu'est-ce que je viens faire? Je viens dupliquer finalement chacune des catégories que j'instaure en tant que colonne et en valeur, finalement, je stocke des données qui sont binaires. Ainsi, si on prend les deux catégories, donc gender, male, ça c'est ma colonne gender qui est passée à gender male, si la donnée est de 1, à ce moment-là, l'observation, donc l'individu, est bien un homme. Si c'est 0, c'est bien une femme. Également ici, pour le métier de consultant, l'observation numéro 660, c'est bien un consultant. Idem pour directeur, l'observation 521, c'est bien un directeur. Par contre, 737, c'est pas un directeur. Donc, qu'est-ce que je viens de faire là? Je viens d'encoder mes données. Donc, j'ai plusieurs colonnes, normal, puisque autant de catégories que j'ai, je génère autant de colonnes, quoi. Et du coup, ici, j'ai bien encodé mes données. Et ça, mon modèle de machine learning, il est capable de faire des stats dessus. Donc, il est capable de venir générer un modèle, de venir prédire mes données en fonction de ces différentes données encodées. Donc là, c'est super important cette phase d'encoding. D'accord? Si on n'a pas ça, on ne peut pas venir traiter les données catégorielles. Et ce serait dommage parce qu'elles ont un certain pouvoir d'influence sur la variable prédictrice. Très bien. À partir de là, qu'est-ce que je viens faire? Je viens fusionner mes données encodées avec mes données catégorielles basées sur l'index. J'ai gardé l'index, donc je viens faire une jointure sur l'index pour assurer une pertinence et faire en sorte que du coup mes données normalisées, mes données catégorielles soient par rapport à la même personne, le même individu. Et du coup ici j'ai bien mon jeu de données à mettre en entrée pour mon modèle de machine learning. Là il est encodé, il est parfait, et il est encodé, il est normalisé. Très bien. Je peux ajouter la variable de test, ma variable cible, autant pour moi, juste à la fin pour vous montrer à peu près comment est-ce que ça se passe. Qu'est-ce qu'on va vraiment donner en entrée à mon modèle de machine learning. Ça, c'est juste à titre visuel, quoi. On peut voir d'ailleurs que je n'ai pas normalisé ma donnée salaire, ce qui est normal puisque c'est ma donnée à prédire. J'ai pas envie d'avoir une sortie avec des données salaires du coup qui auraient été normalisées. Le but, c'est de garder cette donnée-là cohérente, en l'occurrence. Très bien. Donc ici, on remarque que les données ont été normalisées, qu'elles ont été encodées et que notre target variable, notre variable target, a été fusionnée correctement. Donc à partir de là, on va pouvoir faire notre modèle de machine learning. Donc ça se fait en une cellule de code, tout simplement juste ici. Là, je viens juste faire en sorte de rediviser correctement mon jeu de données. Tout simplement, ça, ce sont mon xtrain ML, ML pour machine learning, xtest ML, ytrain, ytest ML. Donc là, je viens juste diviser mon jeu de données de manière cohérente. Je stocke je réinitialise ma variable modèle en écrasant le modèle que j'ai fait juste avant sur le jeu de données simple avec linear regression, quoi. Et je viens donner en entraînement mes données en entraînement au modèle, mes variables d'entraînement, autant pour moi. Beaucoup de répétitions. Puis je viens ici, à l'aide de ma méthode predict, générer les prédictions. Ok, donc là, à partir de cet instant-là, mon modèle de machine learning a été généré. Je vais pouvoir venir comprendre, évaluer mon modèle. Je vais pouvoir venir évaluer, voir s'il est pertinent. Et là, je vous introduis une nouvelle notion, le MSE, le Mean Squared Error ou l'erreur quadratique moyenne, notion un peu plus complexe, mais très importante pour comprendre si un modèle de machine learning est pertinent. On va pouvoir comprendre sa raison d'être en fait à cette métrique-là juste après. J'exécute cette cellule-là, et en fait, on va d'abord se concentrer à cette sortie-là. L'erreur quadratique moyenne, ou MSE, est égale à cette information, ce point de données-là, ce qui est énorme, on verra juste après. Alors, on pourrait croire que c'est énorme, mais en fait, c'est une métrique qui est au carré. Je vous expliquerai également pourquoi juste ensuite. Ce qui nous intéresse surtout, c'est la racine carrée du MSE, donc le RMSE. Et c'est là où je vous ai dit qu'on avait besoin de faire une racine carrée. Ici, je génère une variable qui s'appelle RMSE, où je vais faire la racine carrée de l'erreur quadratique moyenne, du coup, sur mes données d'entrée. Donc ici, on retrouve mon ytest ML et du coup, la prédiction que j'ai générée juste avant. Le but, c'est de venir établir s'il y a de la pertinence par rapport à la prédiction. On voit que le RMSE, lui, finalement, il n'est pas si grand que ça. Il est égal à 2585. Donc, je vous expliquerai après la raison, comment interpréter ces résultats-là. Et quand je vous dis qu'il n'est pas énorme, c'est plutôt bien. Et en dessous, performance du modèle, le hard square, lui, il est égal à 95
Donc, c'est-à-dire que le modèle, finalement, le modèle linéaire est adapté à ce jeu de données-là qui est aussi linéaire. Et du coup, on arrive à une bonne prédiction. Très bien. Et du coup, pour apporter plus de détails, ici, le RMSE, finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur une prédiction égale à 95%, les données prédites, d'accord, fluctuent en moyenne, finalement, à hauteur de 2500 € autour des données qui ont été réelles. C'est un peu moins clair, mais j'ai quelque chose pour vous synthétiser ça. En fait, on parle des résiduels en statistique. Ici, mon R-square, finalement, est établi par cette courbe-là, si vous voulez, pour synthétiser et vulgariser au max. Mon R-square, lui, il existe par rapport à cette équation-là. Enfin, cette équation-là, pardon, cette tendance-là. Je me perds un peu dans mes mots. Le but du MSE, c'est de comprendre et de calculer la distance au carré. Donc là, je ne parle pas du RMSE, je parle du MSE. Donc la distance au carré, le MSE. C'est pour ça que c'est une métrique qui est énorme. C'est de venir comprendre la distance au carré des différents points par rapport aux données qui sont réelles pour le coup. Et du coup, c'est une mesure de dispersion par rapport à mes données de prédiction, mes données qui ont été prédites, quoi. Et du coup, ici, on peut voir que c'est pas forcément dégueulasse, entre guillemets, j'ai envie de dire. Sur les données qui ont été prédites, j'ai une fluctuation qui est autour de 2500 €. Donc c'est plutôt intéressant, et ça c'est une métrique qui est super importante, le RMSE, pour savoir si un modèle généralise bien sur d'autres données et qu'il n'est pas totalement aberrant. Juste en dessous, on va avoir quoi? On va avoir du coup une autre variable qui s'appelle coefficient, qui existe à l'aide de la méthode coef, juste là. Le but de la variable coefficient, c'est par rapport à nos résultats, comprendre la participation des différentes variables. Donc, le pouvoir d'influence par rapport à la prédiction, donc le pouvoir d'influence de mes différentes variables. Ici, mes coefficients ont été triés par ordre descendant. Donc, je vais avoir du coup l'expérience qui est du coup la variable qui participe au plus à la prédiction des salaires. Et du coup, ici, on a, comme je l'ai dit, l'expérience qui a un coefficient qui est énorme, très élevé. On est autour de 28 000 €. C'est un peu aberrant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une expérience en plus nous permet d'avoir, en tant qu'individu, nous permet d'avoir un salaire qui augmente à hauteur de 28 000 € par rapport au salaire de base. C'est un peu l'interprétation à avoir. Et du coup, ça reste assez aberrant. Peut-être qu'il y aurait quelque chose à faire sur cette variable-là, donc la variable expérience. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a un problème de multicollinéarité, sans aller dans le détail, avec d'autres variables, et du coup, c'est pas forcément important, pas forcément. Ce serait un retraité, autant pour moi. On va avoir job title director, qui du coup est une variable qui est effectivement, il y a un coef qui est également important, à hauteur de 15 000. Encore une fois, c'est à retraiter, mais ça reste logique. Un directeur gagne plus d'argent que, par exemple, ici, job title manager, qui en gagne moins. Le modèle reste pertinent. La finance est le secteur qui rapporte le plus. Okay, donc là, vous l'avez compris, en fait, cette matrice-là est très intéressante pour comprendre la participation de différentes variables. On va avoir la variable H qui est négative. Et en fait, cette variable H, c'est ce que je vous disais sur le problème de multicollinéarité avec l'expérience. En fait, ces deux variables-là sont elles-mêmes corrélées. Donc, on va avoir ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, la variable d'expérience est surreprésentée en réalité. Bon, sans aller dans le détail, je vois que je perds pas mal de... Enfin, j'ai pris pas mal de temps. En même temps, c'est un sujet que j'aime beaucoup. Je vais quand même avancer un petit peu plus. Ici, vous avez du coup des points à relever. C'est ce que je viens de dire, grosso modo. Un RMSE de 2500 € indique qu'en moyenne, la prédiction du salaire du modèle sont environ à 2585 $ de la valeur réelle. Donc les coefficients, c'est ce que je vous ai dit. Donc ici, c'est intéressant de se pencher à ça, mais ici on vient de couvrir du coup la théorie globale autour du modèle de machine learning et plus précisément la régression linéaire. On comprend aussi d'un point de vue technique comment est-ce qu'on fait ça, comment est-ce qu'un data scientist génère un script Python, il fait grosso modo ce qu'on vient de faire ensemble. Et du coup, on pourrait se poser la question de que faut-il faire ensuite, une fois qu'on a un modèle qui est cohérent. Il faut faire attention, parce que là, on traite une régression linéaire. Si j'étais amené à traiter une régression polynomiale, si je vois que les salaires sont plutôt une règle polynomiale, j'aurais changé de modèle, d'accord? J'aurais pas appelé la fonction linear regression, j'aurais appelé la fonction polynomial regression, d'accord? Parce que là, j'ai simplement appelé, pour aller très vite, cette fonction-là, linear regression. Il faut savoir qu'il y a d'autres types de modèles, des modèles d'ailleurs beaucoup plus robustes, beaucoup plus complexes, et ça, c'est au data scientist de les déterminer. Mais une fois que le data scientist a constaté que le R-square et la MSE étaient pertinents, donc la MSE faible et le R-square élevé,
et après du coup avoir affûté son modèle, il va ensuite déployer le modèle de machine learning. On pourrait croire, enfin on pourrait se dire ensemble que bah voilà, nous on a notre prédiction de salaire marche plutôt bien, trop cool. Bah je vais l'envoyer au pôle RH, je vais venir le déployer sur un service cloud pour que le pôle RH puisse du coup bénéficier de ce modèle-là en rentrant du coup des points de données, l'âge, l'expérience, le nom du poste, etc. XY chose, pardon, pour ensuite prédire de manière cohérente les salaires, quoi. Basé du coup sur notre modèle de machine learning. Le data scientist, pour une entreprise, c'est vraiment... la recherche, c'est de gagner du temps, gagner en efficience, avoir des modèles qui soient très pertinents pour faire en sorte de bénéficier à tous les collaborateurs de l'entreprise donnée. Bon, j'ai beaucoup parlé, je suis en retard de 10 minutes, je tiens à m'en excuser. Je vais du coup vous laisser en espérant que ce workshop vous ait plu, que je vous ai aussi donné envie de venir approfondir ces notions-là sur Python, donc les notions sur la data science et le machine learning. Et j'espère qu'on se reverra bientôt. Merci à vous.